Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre enfin comment j'ai réalisé le manteau de robe de ma tenue 18e. Pour ce projet, j'ai choisi de réaliser une robe à l'anglaise qui se différencie de la robe à la française par un corsage fermé et un dos au tissu plaqué là où la française possède des plis watteaux. Cette robe était le plus souvent utilisée comme robe de jour pour son aspect un peu plus décontracté. Elle était portée sur un coussin de taille, aussi appelé cul, contrairement à la française qui se portait sur des paniers. Je me suis servi du patron JP Ryan que j'ai utilisé comme base pour le corsage. J'ai bien sûr d'abord effectué une toile que j'ai ensuite essayée avec l'aide de mon amie Lisa. Je ne vous conseillerais jamais assez de réaliser des toiles d'essai avant de couper dans votre vrai tissu. Car même si certains patrons peuvent être assez fiables, on n'est jamais à l'abri de devoir faire des modifications. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Nous avons dû élargir le dos au niveau de la carrure, remonter la ligne de taille et redessiner l'emmanchure après avoir monté la manche. L'encolure a elle aussi été redessinée dans le dos car je trouvais qu'elle remontait trop haut sur la nuque et j'ai également demandé à Lisa de rajouter une découpe supplémentaire dans le dos. C'est une décision qui a été prise juste d'un point de vue esthétique, je trouvais personnellement ça plus joli. Après l'essayage, j'ai défait les pièces de ma toile pour les remettre à plat et ainsi reporter les modifications sur mon patron pour que ce soit plus clair. J'ai donc redessiné le bas de mon corsage et j'ai rajouté la découpe dans le dos. J'ai ensuite modifié les pièces du dos en redessinant l'encolure et en élargissant les pièces au niveau de la carrure. Et je me suis bien sûr assuré que les pièces concordaient entre elles après modification. Mes pièces modifiées, je les ai ensuite positionnées sur une toile de coton blanche qui servira de doublure à mon corsage. Comme je n'inclus jamais les valeurs de couture sur mon patron, je les rajoute après, ce qui me laisse la possibilité d'en rajouter un peu plus aux endroits qui peuvent potentiellement bouger. Je préfère être prudente, mais généralement je laisse par défaut 1,5 cm de valeur. Mes valeurs de couture rajoutées, j'ai ensuite commencé la découpe de mes pièces. Je les ai ensuite détourés à la craie de tailleur et au papier carbone jaune pour que les lignes de couture soient visibles. Alors par contre, attention à ne pas trop appuyer sur votre craie ou votre roulette quand vous détourez, sinon vos lignes risquent d'apparaître sur l'endroit de votre tissu, et ça, c'est pas très joli. Les pièces de ma doublure sont fin prêtes, je peux ensuite m'occuper du tissu extérieur. Pour le tissu de mon anglaise, j'ai choisi un motif floral appelé indienne. Ce tissu était très en vogue au XVIIIe siècle. Il l'était d'ailleurs tellement que son importation a été interdite de 1686 à 1759, car on craignait que son engouement devienne une menace pour les manufactures de soieries françaises. Et là vous vous demandez certainement comment une étoffe de coton pourrait faire de l'ombre à de la soie qui est une matière beaucoup plus noble. Eh bien si aujourd'hui le coton est produit en masse et est l'une des fibres naturelles la moins chère sur le marché, au XVIIIe siècle, elle était au contraire extrêmement coûteuse due à son importation des Indes ou encore des Amériques, et elle n'était d'ailleurs portée que par l'élite de la nation. De plus, les motifs peints ou imprimés qui la recouvraient eurent un réel succès auprès de la noblesse de plus en plus charmée par l'exotisme de l'Orient. Après la levée de l'interdit, des manufactures françaises d'impression ont ouvert dans de nombreuses villes, telles que Nantes, Orange, ou encore la très connue manufacture de Jouy en Josas, d'où provient la fameuse toile de Jouy. Cette petite aparté historique finie, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir votre motif si jamais vous avez vous aussi l'envie d'effectuer une robe dans une indienne. J'ai personnellement trouvé mon tissu sur le site internet Spoonflower qui propose un large catalogue de motifs qui seront ensuite imprimés sur le tissu de votre choix à la commande. Le mien correspond d'ailleurs à la reproduction exacte d'une robe d'époque et j'avoue qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour craquer pour ce motif. Si le catalogue de design est vraiment très intéressant sur ce site, cette solution ne sera cependant pas pour toutes les bourses car les prix grimpent très vite selon le métrage. Aussi, voici d'autres possibilités si jamais vous voulez travailler une indienne.
Tout d'abord, on fuit les motifs floraux modernes, trop travaillés et trop réalistes avec des fleurs en relief. Les fleurs représentées sur les indiennes étaient des fleurs exotiques, voire complètement imaginaires. Sur certaines d'entre elles, on représente même des petits personnages tout aussi fantastiques que la flore qui les entoure. On appelait d'ailleurs l'étoile représentant ces petites créatures des coccigrues. On évite également les motifs trop petits. Le tissu Liberty, c'est très bien pour la fin du 19e, début 20e, mais pour le 18e, on oublie. Je rappelle que les dessins floraux étaient soit peints à la main ou soit imprimés sur des panneaux de bois, les motifs étaient donc généralement assez gros. Avec tout ça, vous devez certainement vous demander ce qu'il reste. Eh bien c'est simple, vous avez la possibilité de vous tourner vers les tissus de type provençal, qui proposent de nombreux motifs floraux qui conviendront parfaitement et allant pour les prix les plus bas entre 7 et 11 € le mètre. Vous pouvez également choisir un tissu à rayures dans lequel s'intercalent des motifs floraux et qui était également beaucoup utilisé à l'époque. Par contre, même si j'ai cité la toile de Jouy un peu plus tôt, ce type de tissu représentant des scènes pastorales le plus souvent en bleu ou rouge sur fond blanc n'était à l'époque utilisé que pour l'ameublement et non pour la confection de vêtements. Et oui, c'est bien dommage, mais si vous tenez à rester historique, il faudra faire une croix dessus. Enfin, vous pouvez également vous tourner vers des entreprises proposant des tissus imprimés au panneau de bois. En plus d'avoir des tissus dont la technique d'impression sera identique à celle du XVIIIe siècle, la démarche de ces entreprises est le plus souvent éco-responsable, et ça, c'est un plus non négligeable. Je referme la parenthèse sur les indiennes et vous invite maintenant à revenir à la coupe. Rien de bien compliqué par rapport à la doublure, je positionne mes pièces dans le droit fil en faisant bien attention au sens du motif, je rajoute les valeurs de couture, puis je coupe mes pièces. Toutes mes pièces sont prêtes, je peux maintenant m'atteler au montage de ma doublure. Je commence par assembler le milieu dos, puis je repasse couture ouverte. Je trace ensuite de part et d'autre de ma couture milieu une ligne de 1 cm sur chaque valeur de couture. Je pique ensuite sur ces lignes à la machine pour former des couloirs dans lesquels je pourrai ensuite insérer mes baleines pour apporter un peu plus de rigidité et de tenue au corsage. J'assemble ensuite mes deux côtés dos. Je crante les valeurs au niveau de la couture pour que le tissu se place correctement. Et je repasse couture ouverte. Je retourne ensuite à la coupe car j'ai oublié 2 pièces, les pattes de lassage de mon corsage. Pour ce faire, je trace 2 rectangles de 22 cm de long sur 8 cm de large. Et je coupe. Je redécoupe ensuite ce même rectangle dans 2 couches de toile thermocollante qui va me servir à rigidifier mes pattes. Une fois mes pièces découpées, je passe une couche de coton avec une de thermocollant offert pour qu'elles se collent l'une contre l'autre. Et bien sûr, quand on thermocolle, on n'oublie pas de toujours poser une chute de toile entre votre planche et votre pièce pour éviter de se retrouver avec des résidus de colle sur sa planche à repasser. Je passe à la machine, je plie ma bande dans le sens de la longueur et pique à 1 cm en laissant une ouverture sur le côté de la bande. Je dégarnis les angles, puis je retourne. Je découpe ensuite 2 baleines de la longueur de mes bandes, puis arrondis les angles en limant le plastique contre du papier de verre. Une fois mes baleines bien arrondies, je les glisse dans l'ouverture laissée de mes 2 pattes. Puis pour que la baleine ne bouge plus, j'effectue une couture le long de celle-ci au pied presseur à une branche et je fais la même chose sur la seconde. Je définis ensuite l'emplacement de mes œillets, puis je forme les ouvertures avec mon poinçon et avec un cordonnet, je brode les bords de chaque œillet. Je laisse mes pattes de lassage de côté et je m'occupe de placer une bande de serger en travers de mon corsage devant. J'étais tombée sur une image d'un montage similaire et je m'en suis servi comme référence pour définir l'emplacement de mon couloir à baleine.
Cette baleine aura juste pour fonction d'apporter un peu de maintien supplémentaire et d'éviter que le tissu ne plisse. Mon serge est positionné, je pique donc tout le long en laissant une ouverture en haut. J'ai par la suite coupé mes baleines et je les ai limées sur le papier de verre pour en arrondir les angles, puis je les ai glissées dans les couloirs. Il ne me restait ensuite plus qu'à fermer le haut du couloir en effectuant une piqûre à la machine avec un pied presseur à une branche pour ne pas être gêné par la baleine. Je retourne à mes pattes de lassage que je positionne sur mes devants et que je fixe avec un point à la main. J'ai ensuite assemblé mes devants avec les côtés dos. Cranté mes valeurs de couture, puis repasser mes coutures ouvertes. Ma doublure finie, je passe à l'assemblage de mon tissu extérieur. Le principe est exactement le même. J'assemble mon milieu dos, puis les côtés dos, et je repasse couture ouverte. Puis je passe au devant que j'assemble avec les côtés dos. Je retourne à la doublure et je monte mes bretelles que je n'ai pas encore faites. Si je les ai laissées de côté jusqu'à maintenant, c'est parce que j'ai longtemps hésité sur la technique de montage que j'allais utiliser. J'hésitais entre la technique moderne avec la doublure et le tissu monté à part puis coulissé ensemble, ou une technique plus historique. Mais j'ai finalement décidé de me simplifier la vie et d'utiliser la technique moderne parce que, voilà. J'assemble donc mes bretelles doublure et tissu avec le reste du corsage, puis je repasse les coutures. Je positionne ensuite ma doublure contre mon tissu endroit contre endroit, j'épingle le long de l'encolure et j'assemble le tout à la machine. Avant de retourner, je n'oublie pas de cranter mes valeurs dans l'arrondi et je repasse l'encolure en faisant rouloter la couture vers l'intérieur afin que la doublure ne se voit pas. Mon corsage pratiquement monté, je décide de faire un deuxième essayage, histoire d'être sûr que premièrement, il me va, et aussi que mon milieu devant est bien placé. Je ferme mon corsage grâce aux pattes de lassage et je brûle au préalable les extrémités du ruban de satin pour éviter l'effilochage. Une fois les pattes lacées, le résultat est assez satisfaisant. J'ai pu constater que mon milieu devant était bien placé et que je n'avais donc pas besoin de le modifier. J'ai donc pu retourner à ma couture. J'ai ensuite poursuivi le coulissage du milieu devant de mon corsage en continuant jusqu'à la pointe du corsage et en m'arrêtant au cran où commence le bas du manteau de robe. J'ai dégarni les angles, cranté l'arrondi, puis j'ai retourné le tout avant de repasser les coutures, encore une fois en faisant bien attention de les faire rouloter vers l'intérieur. Le corsage fait, et avant de me lancer dans le montage des manches, j'ai d'abord effectué une piqûre morte à 0,5 cm le long de l'emmanchure pour maintenir le tissu et la doublure ensemble et ainsi rendre le montage des manches plus simple. Passons donc aux manches. Je me suis d'abord occupée de fermer les pinces qui se trouvent à la coudée. Ces pinces donnent une forme arrondie aux manches qui suit ainsi la ligne naturelle du bras. J'ai ensuite fermé la couture de la manche. Et j'ai effectué ces mêmes étapes sur la doublure. Fermer la pince,
et la couture de la manche. Le tissu et la doublure sont montés séparément, il ne me reste plus qu'à glisser la manche tissu dans la doublure endroit contre endroit et d'épingler le bas des manches ensemble avant de les assembler à la machine. La doublure et mon tissu assemblés, je retourne la manche et repasse encore une fois en faisant bien rouloter la couture vers l'intérieur. J'ai ensuite épinglé le tissu de la manche sur mon corsage endroit contre endroit en faisant bien attention de marquer les plis au niveau de la tête de manche. Puis j'ai assemblé le tout à la machine. La manche montée, il ne me restait plus qu'à rabattre la doublure. Je l'ai d'abord épinglé en formant à nouveau les petits plis, puis j'ai pu commencer le rabattage à la main. Après ça, j'ai découpé les balènes de la longueur de mes coulisses dans le dos, que j'ai ensuite limé pour arrondir les angles, et j'ai inséré les balènes dans les couloirs de ma doublure. Le corsage est pratiquement fini, mais comme la vidéo est déjà longue, je vous invite à regarder la suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour le résultat final. Bye!